Au début du web, il y avait le GIF. Car oui, il y a 20 ans, les premiers sites internet étaient remplis de GIFs. C'était le meilleur moyen d'avoir des animations. Puis Flash a permis de rendre les interfaces plus riches, au prix de failles de sécurité béantes et d'une consommation de ressources disproportionnée. Donc oui, nous avons fait du chemin, avec notamment de grandes évolutions de JavaScript qui ont permis à React d'apporter beaucoup au dev front. Mais alors, le React est-il là pour durer ou est-ce une nouvelle mode JavaScript ? La bataille avec Vue est-elle gagnée et surtout React va-t-il permettre au JS de s'imposer encore plus loin dans la chaîne de valeur ? Pour répondre à ces questions composées, je ne reçois pas Stéphane ou Will Height, mais il s'y connaît en animation. Sébastien, bonjour. Bonjour Bruno. Cosa Vostra. Jarvis, drop my needle. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Sébastien, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Oui, écoute, moi je suis dev qui a commencé sa carrière en dev Java, puis Scala dans une SS2I. J'ai fait 3 ans, on va dire, de Java, J2E, Spring et tout ça. Ensuite, j'ai été CTO d'une startup pendant 3-4 ans. Ça n'a pas forcément bien marché, mais ça m'a permis de me réorienter vers le front-end petit à petit. Et en fait, depuis 2014, aujourd'hui, je fais du React, ça fait plus de 8 ans. Et aujourd'hui, je suis assez connu dans l'écosystème pour justement éditer une newsletter avec 13 000 abonnés aujourd'hui dans le monde et qui existe en 2 langues. Ok. Donc effectivement une grosse pointure du React aujourd'hui. Du coup, tu vas nous faire découvrir un petit peu cette techno pour ceux qui ne connaîtraient pas. On va essayer de la parcourir en long et en large, mais du coup, avant de rentrer dans ce détail, est-ce que tu pourrais nous raconter, toi, ta rencontre avec React et qu'est-ce qui t'a plu particulièrement dans ce langage ? Alors, moi, comment j'ai découvert React, en fait, j'étais déjà, comme je disais, dev Java au début de ma carrière. Et en fait, dans mon ancienne startup, il y avait, qui existe depuis 2012, il y avait un front-end qui était en Backbone. Moi, j'étais dev back-end, donc je faisais du Scala dans cette entreprise. Et, enfin, j'étais dev back-end CTO, mais le problème, c'est que je faisais pas de front-end, donc je pouvais pas forcément trop mettre mon grain de sel dans tout ça. Mais je voyais bien quand même que l'équipe qui s'occupait du front-end avait du mal. On faisait du Backbone, qui était un framework qui permettait de faire des single-page applications. C'est les applications, on clique sur un lien et il n'y a pas de navigation. Enfin, c'est un peu plus fluide, quoi. C'est difficile à expliquer comme ça, mais... Mais tu t'adresses qu'à des devs, hein, donc on connaît... oui, mais tous les devs ne connaissent pas single-page application, je pense. Après, voilà, je me suis rendu compte en fait qu'ils faisaient un peu du spaghetti avec Backbone et jQuery, qui étaient un peu mélangés. Il y avait beaucoup de couplage un peu partout dans les vues. Et je me suis dit, mais ça va pas, comment on fait pour améliorer ça petit à petit ? Moi, il va falloir que je me mette au front-end parce qu'en fait, on peut pas continuer comme ça, quoi. Le produit avait du mal à avancer. En fait, dès que tu codais une nouvelle feature, ça pétait une ancienne. Et quand il y avait un événement, quand on cliquait sur un bouton, ça partait un peu dans tous les sens et on savait pas trop quels allaient être les effets finaux de ce clic, quoi. Donc mon passé de dev Java m'avait orienté un peu vers Angular parce qu'à l'époque c'était le truc populaire, tout le monde disait oui, si t'es dev Java tu vas te trouver à l'aise avec Angular, ça va être facile à comprendre, il y a un système d'injection de dépendance et tout ça. Mais il se trouve qu'en fait on était à l'époque un peu 2 CTO dans la boîte, il y en avait un qui était plus sur un domaine expérimental et moi je m'occupais plus de la partie le produit que les utilisateurs existent réellement. Et en fait, cet autre CTO faisait beaucoup de programmation fonctionnelle un peu avancée en Scala, avec des monades, des trucs comme ça, quoi, des trucs assez avancés que tout le monde ne comprend pas. Et il a poussé React, qui venait juste de sortir. Moi, au début, j'étais pas trop fan. Je me suis dit, c'est quoi ce truc qui vient juste de sortir
Ça faisait pas l'unanimité dans la communauté parce que ça remettait en cause pas mal de pratiques. Et je me suis dit, bon, on a fait 2 POC en fait. On a fait un POC en Angular, un POC en React. Et du coup, on a décidé de garder le POC en React. Et finalement, en fait, il y a un article aussi qui est paru, je crois, fin 2013, d'un mec le créateur de ClojureScript, Ouais. qui est en gros un truc qui permet de compiler le Clojure, qui est un langage fonctionnel pour la JVM, vers JavaScript. Il a créé un article qui explique l'intérêt de l'immuabilité sur les apps front-end avec React et comment ça pouvait améliorer les performances. Et à partir de là, en fait, moi, ça m'a convaincu. J'ai compris qu'il y avait un vrai intérêt à React, que c'était quelque chose qui apportait quelque chose de différent par rapport à ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Et comme j'avais un bagage programmation fonctionnelle en ce cas-là, ça m'a parlé tout de suite parce que en fait, je comprenais de quoi il parlait. Et du coup, j'ai pu adopter ce framework un peu plus rapidement que les autres et aussi contribuer au développement de son écosystème. Donc on a développé un framework interne dans notre startup qui avait déjà quelques innovations intéressantes. Bon, après, j'ai pas su les marketer très bien, mais on avait des choses du genre time travel debugging qui permet de créer des snapshots de l'état de l'application au cours du temps et puis d'éventuellement revenir en arrière ou avancer ou des choses comme ça. Donc c'était des choses un peu avancées de programmation fonctionnelle pour l'époque, mais c'était encore un peu expérimental. On va dire que j'ai contribué à l'écosystème qui se mettait en place petit à petit. J'ai vu vraiment toutes les étapes de React, du début, on va dire, entre 2013 et 2015, il n'y avait pas de gestion d'état, il n'y avait pas vraiment de librairie qui prédominait, comme aujourd'hui. Et il fallait un peu inventer son truc à soi dans son entreprise, chacun faisait à sa sauce. Et il y a eu une multitude de solutions qui ont vu le jour, il n'y en a pas beaucoup qui sont restées. Mais en tout cas, c'était une période assez intéressante. C'est comme toutes les technos, de toute façon, quand on est le premier à utiliser quelque chose, il n'y a pas l'écosystème encore, il faut créer soi-même et ne pas avoir peur d'être un peu innovant et de coder soi-même les solutions, quoi. Et c'est même important d'être contributeur en général dans ces moments-là, en fait, pour justement faire avancer la techno et que ça meure pas dans l'œuf, quoi. Après, quand tu es dans une startup, c'est pas forcément toujours le bon choix, puisque du coup, tu es obligé à la fois innover sur ton produit et puis sur la techno. Donc, si tu fais le mauvais choix de techno et qu'en fait, tu n'arrives pas à créer des innovations qui permettent d'utiliser correctement la techno, après, c'est ton produit aussi qui pâtit un peu, quoi. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé rapide de cet article que tu as mentionné sur l'importance de l'immutabilité et ce que ça apportait ? Alors, c'est pas évident à expliquer parce que c'est un peu technique, mais en gros, normalement, en JavaScript, tu as des objets sur lesquels, en fait, par exemple, tu vas créer un objet qui contient du state, le state, l'état en anglais, qui va contenir des valeurs, des strings, des numbers, des choses comme ça. Et généralement, comme on faisait avant, c'est qu'en fait, on faisait des mutations sur l'objet. Donc, ça veut dire qu'en fait, on remplaçait la valeur par une autre, mais l'objet gardait son identité. Tu vois, c'était pas une nouvelle instance de l'objet à chaque fois. Donc, l'immuabilité, c'est en fait, tu vas créer un nouvel objet, une nouvelle copie de l'objet, où il y a juste l'attribut que tu veux changer qui a changé. Mais à chaque fois qu'il y a une nouvelle copie de cet objet qui est créée, c'est pas la même identité. Et par contre, quand c'est le même objet, c'est la même identité. Donc à partir de là, en fait, ça permet de créer des optimisations dans ton rendu front-end, puisqu'en fait, tu vas avoir par exemple des vues qui vont recevoir des paramètres et qui vont dire je fais tel rendu HTML en fonction de tel paramètre. Et si les paramètres n'ont pas changé, tu vas pouvoir éviter de recalculer le rendu et du coup sauver des ressources, parce qu'en fait, tu sais que si jamais les paramètres sont les mêmes qu'avant, tu vas pas avoir besoin de réexécuter le rendu, puisqu'en fait le résultat sera le même, puisqu'en fait c'est une fonction pure mathématique et que en fait si les paramètres ne changent pas, le rendu donne le même résultat, quoi. Donc c'est ce mec-là qui a montré en fait l'intérêt de l'immuabilité sur une app React avec les moyens de l'époque. Aujourd'hui ça a un peu évolué justement. Le pattern qu'il a montré, on va dire, c'est popularisé dans l'écosystème et aujourd'hui c'est commun, on va dire, même dans la doc officielle, de trouver ils ont même créé des features qui sont liées à ce pattern-là, comme la mémoisation,
il y a des API React justement qui permettent de mettre en place ces optimisations sans avoir à le faire soi-même. C'est eux qui le fournissent directement, quoi. Ok. Donc on est encouragé à utiliser ce pattern-là de base. Et donc, du coup, cette immobilité des variables, est-ce que ça veut dire que, du coup, en React, tu as du coup aussi une notion d'historisation des valeurs, du coup, de tous les changements que tu peux avoir sur un objet? En fait, c'est pas forcément une historisation dans le sens où, en fait, par exemple, tu as un objet. Si tu veux faire Imagine, tu as un objet qui contient un compteur qui est à 0. Tu veux l'incrémenter, tu vas faire +1. Avant, ce que tu faisais, c'est que tu prenais l'attribut de l'objet existant et tu faisais +1 dessus. Là, ce qui va se passer, c'est que tu vas créer une copie de cet objet qui contient le compteur. Et en fait, la nouvelle valeur du compteur sur cette copie sera 1. Mais l'ancien objet, il existe toujours et il a la valeur 0. Après, tu as plusieurs choix. Soit dans ton app, tu as besoin de features du genre undo, redo qui permettent de revenir en arrière pour, si jamais tu as fait une erreur. Typiquement, un éditeur de texte, tu veux peut-être avoir une sorte de stack des éditions pour dire, je peux revenir dans le temps, en arrière et tout ça. Mais la plupart des apps n'ont pas besoin de ça. Donc en fait, l'ancien objet, il va être garbage collecté parce que tu n'as pas besoin de garder éternellement cet objet, quoi. Ok. Et donc, du coup, tu as quand même une consommation de mémoire qui peut être... le garbage collector, il fonctionne bien là-dessus ou tu peux du coup avoir un empilement Généralement, ça se voit pas, c'est de la micro-optimisation. Okay. Après, effectivement, si par exemple tu gardes un historique des objets dans le temps, effectivement, là, ça peut devenir un peu coûteux. Mais après, il y a d'autres concepts de programmation fonctionnelle qu'on peut utiliser justement qui permettent de réduire cette empreinte mémoire. Là, c'est un peu, on rentre un peu dans les détails plus techniques, mais il y a je crois, persistent vector trees ou des choses comme ça qui permettent en fait d'avoir deux structures immuables qui partagent beaucoup de données en commun et donc des adresses mémoire identiques, mais qui pour autant vont contenir juste. C'est un peu comme si elles avaient juste un diff des variations, mais qu'elles partageaient beaucoup de mémoire en commun. Mais comme cette mémoire est immuable, c'est pas dangereux de la partager puisqu'en fait tu sais que ça va rester comme ça, quoi. Ok. Et donc en fait c'est intéressant dans le cadre du React parce que le rendering, on va dire, en HTML de ton component, il est on va dire stocké dans ton objet en permanence. Et donc du coup dès que tu vas créer ta nouvelle instance de ton objet, il va être recréé. Donc du coup tu le recrées pas à chaque appel, c'est ça le... En fait, c'est l'objet, il est créé, il est stocké quelque part dans une sorte de singleton que React va manager. Mais c'est la fonction de rendu, en fait, la fonction de mathématique qui va transformer ton objet JSON en HTML, la vue finale de l'utilisateur avec les listeners, les on-click et tout ça, qui va elle, ne pas être appelée si en fait c'est pas nécessaire. Et ça, c'est l'immuabilité qui permet d'ajouter cette optimisation plus ou moins automatiquement. En fait, il y a juste à ne pas modifier l'objet source pour que la vue qui utilise cet objet n'ait pas besoin de se recalculer. Okay. Donc typiquement, si tu as une vue avec par exemple un utilisateur et son entreprise, si tu modifies les données de l'utilisateur, normalement tu vas peut-être avoir un encart sur ta vue qui concerne l'entreprise, et cette partie-là, elle n'est pas censée re-rendre parce qu'en fait, tu n'as pas modifié les données de l'entreprise. Par contre, l'encart qui concerne, tu as un formulaire sur l'utilisateur ou quelque chose comme ça, qui affiche son avatar, lui, potentiellement, il va être recalculé parce qu'en fait, tu as fait une mise à jour sur ces données-là spécifiquement, quoi. Donc en fait, le but, c'est un peu de faire en sorte que seuls les vues HTML qui concernent vraiment les données se recalculent, quoi. Ok. Et donc du coup, il y a quand même aussi un paradigme qui est quand même très, très orienté pour les single page applications dont tu parlais tout à l'heure. C'est vraiment pour répondre à cette problématique-là où aujourd'hui React va s'appliquer à plus de domaines? React à la base, c'est plutôt... je pense que depuis, on va dire, 2012, à partir de Backbone et d'Angular, on a commencé à avoir vraiment une vague de gens qui voulaient adopter de toute façon les single page applications pour fluidifier, on va dire, la navigation utilisateur. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça que les gens attendent. C'est quand on clique sur un lien, on n'a pas forcément envie d'avoir une page blanche et ensuite d'avoir l'interface qui revient. On a envie d'avoir une transition un peu plus fluide. C'est possible aujourd'hui avec des multi-page applications, mais ça demande un peu plus de tuyauterie. Mais par contre, du coup, single page application, ça a été créé limite pour résoudre cette problématique-là. Après, React, c'est un framework qui permet de faire des single page applications principalement, en tout cas, il a été créé pour ça aussi. Mais on peut aussi l'utiliser très bien comme un langage de templating côté serveur.
On peut très bien dire, voilà, je ne sais pas quels sont les langages de templating qui sont connus côté serveur aujourd'hui. Je ne sais pas, il y a peut-être Velocity ou Moi, Timeleaf ou j'en sais rien. moi, je connais, comment il s'appelle? C'est Twig. Twig, c'est ça. Ouais. Ça, je crois que c'est un langage front-end plutôt. Je sais pas qui utilise ça. Après, il y en a plein de toute façon. Mais Ouais. effectivement, il y a Twig. Je crois que Shopify utilise Liquid et les gens qui font du Ruby aussi. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que tu vois, tu peux très bien utiliser React comme un moteur de templating côté serveur et dire, bah voilà, j'ai un serveur Node, je vais lui envoyer une requête HTTP et il va me rendre du HTML statique. Alors effectivement, si tu commences à mettre des listeners on-click ou des choses comme ça sur ton rendu côté serveur, et bah, ça va pas forcément marcher de base côté client parce qu'en fait, le serveur, il va juste renvoyer du HTML. Il va falloir justement hydrater React, comme on dit, pour que les listeners s'activent côté front-end. Mais en tout cas, tu peux très bien faire des pages rendues côté serveur avec React qui va calculer le HTML côté serveur en fonction des requêtes. Et derrière, en fait, React n'est même pas chargé côté front-end. Ok. Et aujourd'hui, par exemple, tu as même les mails, tu vois, par exemple, tu as Medjet qui a sorti un truc qui s'appelle MJML. C'est un peu une sorte de framework pour faire des mails. Enfin, le mail, c'est un peu archaïque, quoi. Tu vois, tu es obligé d'utiliser du CSS d'il y a 20 ans. Et MJML va essayer de créer des abstractions pour justement ne pas que tu te tires une balle dans le pied et que tu utilises que le sous-ensemble de CSS qui est réellement disponible pour les mails, donc les tables, les choses comme ça. Et bah, il va y avoir un binding React, par exemple, qui va permettre d'utiliser React pour utiliser MJML et générer des mails en fait, où tu crées ton email avec quelque chose de React. Et en fait, c'est le back-end, il va générer ton email et il va l'envoyer une fois qu'il est généré avec React, quoi. Ok. Je suis étonné parce que pour moi, React, c'était vraiment un langage pur front. Alors, tu me diras, c'était le cas de JavaScript aussi il y a quelques années, qui est maintenant dans le back. Du coup, tu dis qu'on peut utiliser React sur du back. Tu as l'air de dire qu'on peut le faire, mais que ça, de ce que j'entends, c'est pas forcément utile. Est-ce qu'il y a des use cases où c'est intéressant d'avoir React en back-end? En fait, si, moi, personnellement, si je devais envoyer des mails aujourd'hui, j'utiliserais sûrement React côté back-end. Mais c'est aussi parce que c'est une techno que tu connais mieux. Enfin, c'est aussi une question d'aisance. C'est une question d'aisance et c'est aussi une question de philosophie, dans le sens où moi, ce que j'aime dans React, par rapport à tous les autres frameworks, c'est que en fait, tu es très proche du JavaScript. Quand tu regardes, tu me parlais de Twig tout à l'heure. Maintenant, on peut parler de Vue, de Svelte, de Flutter, de je sais pas quoi, plein de technos. Il y a un truc sur lequel React est vraiment très fort, et c'est vraiment moi, en tout cas, ce qui m'attire vers cette technologie, c'est qu'en fait, tu vois, il y a une syntaxe sur le langage de templating qui s'appelle JSX, qui a une petite surcouche qui n'est pas aujourd'hui standardisée, mais tout le reste, c'est JavaScript. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas besoin d'apprendre un langage de templating avec je sais pas, des dièses, if, avec des chevrons et des trucs, des syntaxes bizarres où tu as besoin de lire la doc. En fait, non. Tu codes en JavaScript dans tes vues React et ça marche. Et tu n'as pas besoin de... Il n'y a pas d'attributs bizarres HTML qu'ils ont inventés juste pour React ou des choses comme ça. C'est globalement, tu peux utiliser toute la puissance de JavaScript dans tes vues, que ce soit côté serveur, côté si tu veux envoyer des emails avec MJML ou des choses comme ça, ou côté client, ou côté mobile ou des choses comme ça, c'est toujours, ça reste du JavaScript. Quand tu regardes les autres technologies, souvent, ils vont inventer leur langage de templating. Peut-être qu'ils ont effectivement, certains, ils ont des raisons plus ou moins bonnes de le faire, mais globalement, c'est pas, enfin voilà, c'est de la connaissance qui n'est pas forcément aussi portable. Ok. Alors du coup, avant de partir un peu plus en profondeur, on va dire, sur React, est-ce que tu peux nous faire un petit historique, plus ou moins détaillé en fonction de ce que ta mémoire permet, sur l'histoire de React? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est arrivé chez Facebook. C'est une techno qui a été développée par Facebook. Je ne pourrais pas dire exactement quand ça a été développé en interne, mais je crois que c'est aux alentours de 2011 ou quelque chose comme ça. Il y a Jordan Wall qui a créé un truc qui s'appelait Fact.js, qui est aujourd'hui open source, mais personne ne l'utilise, qui est une sorte d'ancêtre de React basé sur une sorte de dialecte XML. Je crois que c'était d'ailleurs je suis même pas sûr que c'était du JavaScript, en fait. Je crois que c'était peut-être du OCaml ou quelque chose comme ça, une sorte de prototype. Ou alors, en fait, ils ont peut-être fait un truc en production, en PHP.
je sais plus. Il y a eu pas mal d'innovations à cette époque-là chez Facebook. Il y en a encore beaucoup. Ils ont fait des choses autour, oui, ils ont fait des choses autour de PHP, de XML, de OCaml et des choses comme ça. Ils ont testé des choses et puis finalement en fait React a été open sourcé en 2013. Je crois que c'est un mec de chez Instagram qui a vraiment poussé pour que le truc se développe, qu'il a vraiment très très bien marketé. Il faisait beaucoup de conférences, il présentait le truc partout. Aujourd'hui, il n'est plus trop dans l'écosystème React, mais en tout cas, je sais qu'il y a quelques personnes effectivement chez Facebook qui ont vraiment poussé le produit le framework pour qu'il se développe. Je ne sais pas si ça aurait pris aussi bien, vu que l'engouement de la communauté au début, initialement, le premier jour sur Hacker News, je crois que les commentaires étaient vraiment pas très bons. Mais c'était peut-être parce que ça venait de Facebook plus qu'un aspect tech. Peut-être, ouais. Parce que de toute façon, dès qu'il y a un truc qui vient de Facebook, forcément, c'est souvent rejeté par principe. Par principe, quoi, effectivement. Mais je pense que c'était pas que ça. C'est en fait, il y avait pas mal de concepts qui remettaient en question des choses qui semblaient être des bonnes pratiques à l'époque, comme le fait de ne pas mélanger HTML, CSS et JavaScript dans un même fichier ou des choses comme ça. On appelait ça separation of concern. Mais le problème, c'est qu'en fait, on peut remettre en question le fait de qu'est-ce que c'est un concern, tu vois. Moi, ce que je veux faire, c'est créer des features. Si à chaque fois que j'ai besoin de toucher un fichier, en fait, il faut que j'en touche 3 parce qu'en fait, les trucs sont éclatés dans plein de machins, est-ce que ça valait vraiment le coup de les séparer ? C'est discutable, tu vois. C'est plus simple d'avoir tout qui est colocalisé au même endroit. Quand je travaille sur une feature, j'ai tout à portée de main, quoi, tu vois. Ouais, mais tu vois, justement, en fait, ce que tu décris, en fait, ça me fait beaucoup penser au feature team. Et en fait, c'est vrai qu'il y a 10 ans, donc tu nous dis que React, ça a commencé en 2011, donc on est dans ces eaux-là. Il y a 10 ans, les feature teams, c'était pas hyper répandu. Et effectivement, les équipes tech, t'avais l'équipe front, l'équipe back. Le CSS, parfois, c'était géré par l'équipe design ou l'équipe créa. Donc, tu vois, la séparation était par techno, en fait. Ouais. Et cette notion de se dire, en fait, non, ta problématique, elle n'est pas que sur une techno. Elle est de se dire, en fait, toi, tu rends un service et on va créer une équipe autour de ce service-là. Mais je pense qu'après, c'est le côté full stack et tout ça aussi, quoi. Tu vois, c'est qu'aujourd'hui... Enfin, moi, personnellement, ça me ferait chier aujourd'hui si j'étais pas full stack, quoi. Tu vois, je veux dire, ne pas être capable de shipper ta feature de bout en bout, moi, personnellement, ça me frustrerait. Alors, je sais que, quand tu es junior, tu peux pas forcément toucher à tout et faire tout de manière bien, mais je pense que c'est quand même bien de maîtriser au moins un peu CSS, au moins un peu HTML, au moins un peu JavaScript et au moins un peu du back-end, savoir récupérer une requête et faire une requête en base de données, tu vois. Après, effectivement, quand tu sors de l'école, tu sais pas forcément tout faire, mais c'est quand même quelque chose, tu peux être spécialisé dans un domaine, mais il faut quand même avoir la connaissance générale pour être capable d'être autonome, parce que, effectivement, moi j'ai travaillé à un moment donné, quand j'étais développeur Java à l'époque, j'aimais pas JavaScript. Et effectivement, tu vois, dès qu'il y avait une fonctionnalité un peu compliquée en JavaScript, souvent on allait demander à un développeur qui était spécialisé front, et c'était quand même compliqué de faire les échanges, tu vois. Ouais. Il fallait expliquer exactement comment le truc fonctionnait, il fallait que ça s'interface bien avec le back-end. Au final, je veux dire, si j'avais appris JavaScript en 3-4 jours de mon côté, je pense qu'au final, ce serait allé aussi vite, dans le sens où on aurait peut-être perdu du temps, moi, pour apprendre le JavaScript, mais à côté, on en aurait gagné parce qu'en fait, l'interfaçage se fait beaucoup plus simplement quand il n'y a pas besoin de discuter par rapport à cette interface. En fait, c'est fluide. Je suis capable de faire à la fois le contrat, il est honoré des deux côtés, tu vois, si tu veux. Ça me fait penser à un truc, une vidéo que j'ai vue, je crois que c'était ce week-end, et je crois que c'était un ingénieur d'Instagram qui racontait qu'avant, le login, on donnait ça à l'équipe de sécurité, parce qu'il y avait cette notion de sécurité, d'identification de mot de passe. Et il disait, par exemple, un use case classique, c'est tu as perdu ton mot de passe, tu t'en souviens pas. Donc on te redirige vers un formulaire pour récupérer ton mot de passe. Tu reçois un lien pour faire un reset, donc tu fais un reset de ton mot de passe, et là tu as un message d'erreur qui dit vous pouvez pas mettre votre ancien mot de passe comme nouveau mot de passe. Et il dit en fait le problème c'est que cette fonctionnalité là, si tu l'avais donnée aux gens qui s'occupent d'une notion d'accueil client, tu vois, tu changes la mécanique de dire en fait t'es pas là pour une notion de sécurité, mais t'es là pour une notion de permettre aux gens de s'identifier. Tu peux dire qu'en fait si la personne met comme récupération de mot de passe son ancien mot de passe,
en fait, laisse-le rentrer du coup. Plutôt que de lui dire Ouais. que tu peux pas, Ouais, tu vois ce que ouais. je veux dire. Tu changes en fait la dynamique du truc Mm. et ça permet d'avoir au final une feature qui est mieux pensée Mm. et qui est vue de manière globale et pas juste sur un prisme précis, quoi. Ouais. Donc du coup, tu nous as dit open source aux alentours de 2013. Comment coïncide React Native avec React toi, je crois que tu es plutôt sur la partie React web, je sais pas comment on appelle Non, moi je suis des deux côtés. des deux côtés. En fait, moi je suis vraiment très intéressé par React tout. Ok, cool. Et vraiment sur encore plus la partie cross-platform. Et il y a plein de domaines aujourd'hui. En fait, React, c'est. Les gens qui sont pas dans l'écosystème React pensent que React c'est peut-être limité juste à du web ou des choses comme ça, ou même juste du mobile. Mais en fait, ça te permet de faire bien plus. C'est un moteur de rendu, on va dire, un peu universel, qui peut s'adapter à n'importe quelle plateforme. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des applications Apple TV avec, il y a des gens qui produisent des vidéos automatisées avec, il y a des gens qui font de la musique avec, il y a des gens qui créent des apps de terminal avec, et il y a même des gens qui créent des back-ends ou des systèmes distribués avec. Alors ça, c'est un peu plus niche, quoi, tu vois, mais il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec, quoi. Quand tu me parles de montage vidéo, est-ce que ça veut dire que je pourrais automatiser le montage de mon podcast Ouais, avec du React? ouais, carrément. Et c'est un use case hyper... il y a même un mec qui a monté une boîte là-dessus que j'ai vu, je suis tombé encore dessus ce matin. Après, il y en a plusieurs des boîtes qui font ça et qui font des choses comme ça sans React, Ok. qui vont permettre par exemple de créer des clips de ton podcast où tu vas avoir une sorte de... tu vois, le graphe audio, là, je sais pas Mhm. comment on appelle ça, les visualisations On a audio. un audiogramme, je crois, ou quelque chose Un comme ça. audiogramme, voilà. Donc tu vois, tu as un petit sample de 1 minute que tu vas pouvoir distribuer sur les réseaux sociaux dans plein de formats différents. Et ça, tu peux le produire avec React aujourd'hui, avec une visualisation qui est sur mesure. Tu vois, par exemple, si tu as envie d'avoir aujourd'hui, je sais pas, tu utilises peut-être une plateforme comme, je sais pas, il y a Decrypt, Descript ou je sais pas quoi, il y a pas mal de plateformes qui permettent de faire ça. Canva, peut-être, je sais pas. Aujourd'hui, tu peux faire ça avec une techno qui s'appelle Remotion en React. L'idée, en gros, c'est de dire, tu vas avoir React est capable en fait de calculer du HTML, tu vois. Tu lui donnes des données, comme les données de ton podcast. Tu vas dire, j'ai tel invité, il a telle photo, c'est ça son profil Twitter. Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre Remotion, tu vas lui dire, voilà les données du podcast, et tu vas coder, on va dire, frame par frame ta vidéo. Donc, par exemple, sur la frame 0, tu vas dire le rendu HTML, ça doit être ça. Sur la frame 1, le rendu HTML, ça doit être ça. La frame 2, la frame 3, ensuite de suite. L'idée, c'est qu'une vidéo, en fait, c'est une suite de frames que tu vas pouvoir assembler avec un outil genre FFmpeg derrière. Tu vas pouvoir mettre l'audio. Et puis ensuite, derrière, ça fait une vidéo. Et justement, ce matin, il y a Remotion 3 qui est sorti, qui tourne sur AWS Lambda, qui permet de créer des vidéos via des lambdas sur Amazon de manière scalable et de manière cost-effective aussi, dans le sens où, en fait, tu peux... ça coûte pas trop cher, quoi. Chaque lambda va créer une frame de la vidéo et à la fin, tu assembles le tout. Et du coup, ça te permet de créer des vidéos de manière automatisée, en fait. Limite, moi, aujourd'hui, je travaillais j'ai un peu mis ce projet de côté-là, mais j'avais un projet. C'était de créer des vidéos, par exemple, quand il y a quelqu'un qui fait un thread Twitter intéressant, de pouvoir pinguer un bot qui va, en fait, créer la vidéo automatiquement en fonction de ce thread et la poster en réponse au ping sur Twitter. Donc c'est un cas d'usage un peu niche, on va dire, pour les gens qui ont envie de distribuer l'information. Tu as vu un truc intéressant sur Twitter et tu veux le partager autre part. Et je trouve que la vidéo, c'est quelque chose qui est assez portable. En fait, toutes les plateformes supportent la vidéo aujourd'hui. Ça attire aussi un peu l'œil. Donc je pense qu'il y a des opportunités marketing par rapport à ça. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et moi, aujourd'hui, si j'avais plus de temps, c'est vraiment là-dessus que j'investirais beaucoup plus de mon temps. D'ailleurs, je me forme à un truc qui s'appelle FreeJS, qui permet de faire des expériences 3D, justement, pour pouvoir faire des vidéos qui intègrent de la 3D. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, les audiogrammes de ton podcast, je ne sais pas si j'en ai déjà vu. Mais... non, nous, maintenant, on fait des exports de la vidéo qu'on justement on est en train de filmer dans l'export de Twitch, donc du coup, on n'a plus ça. Mais tu vois, pour l'audiogramme, le hack, entre guillemets, que j'ai pensé à faire, mais que j'ai jamais utilisé, parce qu'en fait, maintenant, on a la vidéo. J'utilise Bannerbear en fait, c'était pour mettre en forme les vidéos, mettre un petit truc ou créer mes covers. Et du coup, pour les audiogrammes, j'ai pris un GIF
d'un audiogramme en fait, mais qui du coup qui est pas du tout calé sur la voix. Tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est tout en même GIF qui tourne en boucle. Donc entre guillemets ça fait le job, mais c'est vrai que en termes de quali c'est pas ouf quoi. Et ben là, tu vois, par exemple, tu pourrais très bien dire, je vais investir un peu de temps, je vais me faire un truc sur mesure avec un peu de 3D, avec des logos, tu vois, limite comme une production. Je sais pas, moi, depuis que j'ai découvert cette techno, je fais vachement attention quand je regarde la télé, tu vois, les petites animations qu'ils mettent. Je me dis, ça, je peux le faire avec Remotion. Bon, ça, faut le coder quand même, tu vois, mais tu te dis, ça, c'est possible, je peux le faire, je peux automatiser ce truc-là, tu vois. Et en fait, il y a plein de cas d'usage. Franchement, je pense que si tu testes, peut-être que ça te plairait. C'est assez canon quand même de se dire que moi je vais pas dire que je suis un dinosaure, mais je suis quand même un ancien. Moi j'ai commencé à développer pour le web en 96 à peu près, 97 dans ces eaux-là. Donc tu vois, à l'époque JavaScript, on était sur ouais, je pense que c'était peut-être le S2 ou le S3, quelque chose comme ça en termes de référentiel. Je t'avoue, je sais pas, j'étais pas encore là à cette époque. Et donc à l'époque, c'est ce que je disais en intro, c'était surtout des GIFs. Faire du JS, c'était hyper casse-pied parce que en fonction du navigateur, et à l'époque, il y en avait plein. Il y avait Netscape, il y avait Internet Explorer, enfin il y en avait pléthore. Tous, ils avaient un moteur JS différent. Et du coup, de mon point de vue, voir que JS aujourd'hui est à ce point-là présent partout, parce que du coup, React Native, on reste sur du JS. De manière quasi intégrale. Dans le web, maintenant, on fait du JS aussi côté back-end. Là, tu me dis que maintenant, même pour du montage vidéo et audio ou des animations 3D, on peut faire du JS. Pour moi, qui ai grandi dans un environnement où on me disait que le JS, c'était du scripting, tu vois, je trouve ça assez ouf de voir le JS en fait, à ce point-là partout aujourd'hui et aussi solide, quoi. On m'aurait dit ça il y a 10 ans, j'y aurais pas cru. Et pourtant, il y avait déjà des gens que je connaissais... Enfin, je me souviens que quand j'étais en SS2I, il y avait un architecte dans une boîte, une agence digitale dans laquelle j'étais en mission. Il commençait à jouer un peu avec Node.js. Moi, je me disais, mais c'est quoi ce truc JavaScript, c'est pourri. Qui c'est qui veut mettre ça côté back-end, tu vois C'était ma première réaction, c'était ça. C'est déjà côté front-end, c'est pénible. Alors si en plus on commence à coder des back-end avec, que va-t-il se passer, quoi Mais finalement, en fait, le langage a vraiment beaucoup évolué. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le langage est arrivé après pas mal de langages qui étaient déjà intéressants d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue objet. Et du coup, il a un peu piqué des trucs intéressants un peu à droite à gauche pour arriver à quelque chose aujourd'hui qui est assez simple. Enfin, il y a quand même la learning curve augmente pour apprendre JavaScript, mais globalement, c'est quand même assez puissant. Il y a une syntaxe qui est quand même assez expressive. Et puis aujourd'hui, TypeScript qui est hyper développé aussi, qui est aujourd'hui devenu un indispensable. Je pense que la plupart des entreprises sérieuses aujourd'hui font du TypeScript, ou en tout cas ont envie de migrer vers TypeScript, et ça permet vraiment de garder les applications maintenables dans le temps, que ce soit pour du web ou du mobile ou du back-end, quoi. Oui, c'est vrai que là-dessus, TypeScript, je pense, a clairement changé la donne. En à peu près 3 ans, je dirais, 2-3 ans, TypeScript est devenu vraiment un incontournable du JS et te permet d'avoir... je pense que ça a comblé une bonne partie des lacunes qu'on avait. Tu vois, l'exemple que tu disais tout à l'heure, où tu disais, ça va, si maintenant on fait du JS en back-end, on va pas s'en sortir. Avec TypeScript, t'es... on va dire sur un langage sérieux, mature, qui permet d'avoir comme structure posée pour du back-end, quoi. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, le problème de JavaScript, c'est que c'est quand tu viens d'un langage, tu fais de la programmation, enfin tu vois, tu prends un dev Haskell et tu lui dis va faire du JavaScript, il va te dire mais t'es gentil, mais moi j'ai envie d'avoir un compilateur qui va vérifier que mon code il fonctionne, que les erreurs sont bien gérées ou tout ça, quoi. Maintenant TypeScript, moi ce que j'aime, c'est que c'est pas forcément aussi strict, dans le sens qu'un langage, je crois, on dit statiquement typé. Mais personnellement, je trouve que c'est une qualité d'avoir la chose entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, TypeScript, tu vois, s'il y a un truc que tu n'arrives pas à typer correctement parce qu'en fait, le langage n'est pas assez... le système de type n'est pas assez puissant parce qu'il y a un tel feature qui n'est pas supporté, ou même tout simplement parce que tu n'as pas encore les compétences le jour J pour réussir à typer ta feature correctement. Et tu peux dire, moi, là, je mets ça de côté, c'est de la dette technique, je le typerai plus tard, mais au moins, tu es capable de lancer le code. Du TypeScript qui compile pas, c'est du TypeScript que tu peux quand même lancer potentiellement. Tu vois. Après, il faut que la syntaxe reste correcte, tu vois, tu peux pas non plus faire n'importe quoi, mais en tout cas, tu as beaucoup de escape hatch, comme on dit,
qui permettent de dire d'utiliser l'outil sans forcément être un expert, et tu peux remettre à plus tard des choix que tu n'es pas capable de faire correctement aujourd'hui en prenant quelques raccourcis, quoi. Ok. Alors du coup, je reviens sur cette notion sur cette historique qu'on essaie de faire de React. Donc l'arrivée de React Native, c'était quoi? Alors tu m'avais noté quoi? Tu m'as dit 2015, sortie de React Native. 2015, il y a eu React Native iOS, je crois, et je crois que 2017 qui arrivait plus tard sur Android. Donc Facebook, ils ont, il me semble, commencé à utiliser React Native iOS peut-être sur Instagram ou des choses comme ça. Pas forcément une app complète dès le début, je pense qu'ils ont intégré ça petit à petit. Encore que je crois qu'ils ont développé 2-3 apps complètes, mais plus pas les apps grand public, tu vois, des apps, je sais pas, le Ad Marketplace ou des choses comme ça qu'ils ont dû développer en périphérie. Mais il faut savoir, c'est que React Native aurait pu mourir en fait, et ça a failli mourir. C'est un Français, Christopher Shadow, qui a vraiment poussé le truc, qui a fait en sorte que le truc ne meure pas, quoi, parce que sinon ça serait resté chez Facebook et il n'y aurait pas eu plus d'évolution que ça, je pense. Dû à quoi? Il y avait des lacunes techniques, il y avait des soucis, ou c'était quoi Je sais plus exactement. C'était pas forcément des lacunes techniques, mais c'est juste qu'en fait, il n'y avait pas un investissement, il n'y avait personne pour réellement s'investir sur ce projet-là et le développer de bout en bout. Je crois qu'ils avaient fait un POC qui marchait bien, mais et après, il fallait vraiment avoir un mec qui ait vraiment envie de dire, voilà, je vais passer 2 ans de ma vie à pousser ce projet-là pour que ça marche réellement, parce que des fois, il suffit que la décision d'une seule personne peut tout changer pour une techno, quoi. C'est assez, même dans une grosse boîte comme Facebook, c'est pas... les gens, ils croient en fait que l'open source et tout ça, voilà, c'est React, il y a une énorme communauté, il y a une équipe de 200 personnes chez Facebook, mais en fait, c'est pas du tout ça, quoi. C'est une équipe de 10 personnes pour un truc qui est gigantesque, tu vois, donc... ça surprend toujours les gens de l'impact d'un seul humain sur un projet tech, des fois, quoi. J'en parle dans quelques épisodes aussi. Il y a, je sais pas si tu connais XKCD. C'est les BD, là, c'est les ça? BD, ouais. Il a justement, il a un truc sur les empilages de briques, de librairies et compagnie. Le petit truc est supporté par une personne qui est utilisé. Et on l'a vu aussi il n'y a pas très longtemps avec ce dev qui avait une librairie JS avec un color picker. Je sais pas si vous savez, je crois que c'était en décembre ou janvier dans ces eaux-là. Il y a un gars qui avait une librairie JS qui était utilisée par des milliers de sites web à travers le monde. Et du jour au lendemain, il en a eu marre en fait que plein de gens utilisent son code sans le rétribuer. Et du coup, il a inséré une boucle infinie avec des appels externes infinis. Et du coup, en fait, il y a plein de sites qui se sont retrouvés en fait KO parce que donc, en fait, c'est un gars tout seul au fin fond de la Russie, je crois, qui a décidé de changer la façon dont son truc fonctionne, quoi. Ouais, effectivement, je crois voir qui c'est. Je crois que c'est le créateur de PostCSS aussi. Possible. Mais il y a pas mal d'exemples de librairies comme ça, que ce soit... Je crois qu'il y avait Faker.js aussi, il y a eu une sorte de scandale il n'y a pas longtemps par rapport à ça, je ne sais plus trop pourquoi. Et surtout, en fait, en ce moment, on se prend beaucoup d'attaques de supply chain, où tu as des contributeurs open source qui se font pirater, par des gens, et comme ils n'ont pas activé le two-factor authentication, ils vont se faire publier un package malicieux sur NPM qui va du coup infecter tous les gens qui l'utilisent. Et tu as aussi des mainteneurs qui sont, comme il y a la guerre en Ukraine là, en ce moment, qui ont publié des packages ces derniers temps pour protester, où en fait, par exemple, si tu installes le package, nous quand on installe les packages, on fait npm install ou des choses comme ça en local. Si tu es en Russie ou en Biélorussie, potentiellement, ça efface tout ton disque dur quand tu tapes cette commande, quoi. Donc, c'est une façon c'est une cyberwarfare, de protester, ouais. Mais bon, après, voilà, le développeur en Russie, moi je travaille aussi avec des gens qui sont en Russie. Il y a un contributeur j'ai oublié de mentionner, mais je travaille aussi sur Docusaurus avec Facebook, qui est un projet open source populaire de Facebook. Et il y a un développeur russe, lui il a rien demandé à personne, c'est pas Poutine, il est pas forcément pro-Poutine, quoi. Ouais, je vois. Donc, alors du coup, pour revenir sur React Native, c'est quoi la marche entre React et React Native, et s'il y en a une, elle est dans quel sens? C'est lequel qui va être plus compliqué que l'autre? Alors, React Native est plus strict que React. Parce que en fait, les plateformes mobiles sont plus strictes. Il y a quand même
une marche, je sais pas comment on dit, une marche d'entrée, un gap, on va dire, un peu élevé, dans le sens où, en fait, quand tu fais du web, c'est assez permissif. Tu peux faire plein de trucs qui sont pas corrects, et pour autant, ça affiche quand même quelque chose à l'utilisateur sur lequel il peut interagir. Tu peux faire des erreurs d'accessibilité, tu peux faire des erreurs où, par exemple, il y a des choses que les gens ne savent pas trop. Tu n'as pas forcément le droit de mettre un lien dans un lien. Par exemple, si imagine, tu as une carte sur ton site web, c'est un truc avec une image, une description, tout ça, tu peux mettre un lien là-dessus, mais par contre, tu n'as pas le droit de mettre un lien à l'intérieur de cette carte. Donc ça, c'est interdit normalement, enfin, je ne sais pas si c'est dans l'aspect ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Et pour autant, si tu le fais, ça marche quand même, tu vois. Et il y a plein de gens qui le font. Et en React Native, c'est beaucoup plus strict dans le sens où, en fait, déjà, derrière, c'est une abstraction qui va piloter des vues natives. Et les vues natives, elles sont de manière générale aussi un peu plus strictes. Et c'est une abstraction qui est commune aux deux plateformes. Donc il faut essayer de trouver l'abstraction commune qui va bien pour piloter Android et iOS. Donc du coup, il y a quand même des règles qui sont un peu plus strictes. Par exemple, si tu veux créer un élément texte qui va s'afficher, tu es obligé de créer un élément, d'utiliser un composant spécial pour le texte en React Native. Tu peux pas juste mettre une string en plein milieu d'une vue et ça marche. Tu es obligé de faire string, de faire une vue, ensuite de créer un sous-élément qui soit du texte et ensuite de mettre ton texte dedans. Donc si tu le fais pas, ça va cracher. Okay. Après, y a pas mal de complexité qui est aussi liée au déploiement, dans le sens où en fait, le développement mobile, c'est quand même pas si simple que ça. Je pense que tous les gens qui ont essayé de publier une app pour la première fois en utilisant les App Store, les machins, les certificats push, les entitlement, enfin il y a plein de trucs. Il faut renouveler le certificat tous les ans, il faut payer Apple, il faut passer le process de soumission. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, en fait. C'est la première fois que tu découvres ça, tu te dis, mais plus jamais, quoi, tu vois. Je me souviens, en effet, de la première fois que j'ai publié une app sur l'App Store, j'ai passé, je pense, 1 jour et demi juste pour la partie compilation et soumission, quoi, qui était une tannée. Voilà. Et donc aujourd'hui, il y a quand même des outils qui permettent de faciliter ça, genre Fastlane ou des choses comme ça, ou des outils de CI. Je crois qu'il y a Bitrise. Dans l'écosystème React Native, il y a Expo Application Services, qui est le truc le plus moderne, je pense que moi, c'est ce que je recommanderais d'utiliser. Mais c'est vrai que si tu le fais manuellement, c'est pas simple. Il y a des outils comme Fastlane qui permettent aussi d'automatiser ça un peu, mais ça prend du temps à mettre en place aussi, quoi. Donc, et puis il y a des étapes que tu peux pas faire automatiquement. Tu vas être obligé, par exemple, la première submission sur le store Google, tu es obligé de la faire manuellement parce qu'en fait ils n'ont pas d'API pour ça ou des choses comme ça, quoi. Donc il y a plein de petites subtilités, la gestion des screenshots, et puis après ils te rembarrent ton app dès qu'il y a un petit truc qui va pas, donc t'en as pour 3 allers-retours et ça met 1 mois avant de publier ton application au final. Donc tu as une rigueur de React Native qui est aussi induite par l'écosystème dans lequel tu évolues, mais pas uniquement par le langage en tant que tel, quoi. Et puis, en dehors de ça, c'est qu'en fait, tu dois à la fois faire du JavaScript pour coder ton app, mais ça ne te dispense pas d'être complètement un newbie dans les plateformes iOS et Android, parce qu'il va falloir configurer des permissions pour savoir à quoi ton app a le droit. Donc il va falloir ouvrir les XML d'Android pour comprendre comment ça marche. Il va falloir générer une icône. Il va falloir créer un splash screen. Il va falloir utiliser Gradle pour tirer les dépendances Java. Il va falloir potentiellement résoudre des conflits parce qu'il y a toujours des conflits de dépendances. Et quand tu n'as pas trop d'expérience sur la JVM, c'est un peu compliqué de faire ça. Pareil, sur iOS, il va falloir installer Xcode. Il va falloir s'assurer que ce soit la bonne version, que trouver le bon tuto qui va être à jour par rapport à la version que tu as. Potentiellement tirer les dépendances avec Cocoa Pod. Et tu peux aussi avoir des conflits, des choses comme ça. Ça peut devenir un peu compliqué et ça peut te démotiver, quoi, on va dire. Mais en soi, tu as des outils comme Expo aujourd'hui où en fait tu prends ton téléphone, tu scannes un QR code qui s'affiche dans ton terminal et hop, tu as l'application qui tourne tout de suite. Donc tu as moyen aussi d'avoir une bonne expérience utilisateur pour démarrer sur des applications simples qui ne font pas appel à trop de... Enfin, maintenant, aujourd'hui, ça s'améliore, mais en tout cas, avant, tu étais un peu limité avec Expo, tu étais obligé de rester sur du code JavaScript, et dès qu'il fallait toucher à du natif, tu étais obligé de réinstaller Xcode, Android Studio en local,
et builder tout ça. Ok. Aujourd'hui, ils permettent vraiment de faire une expérience où limite tu peux tout développer dans le cloud et même limite soumettre ton application avec une ligne de commande, quoi, tu vois. J'avais une discussion ce matin pour préparer un épisode sur le dev mobile. Mm. Est-ce que à tout hasard, tu sais, du coup moi je l'ai appris ce matin, j'étais étonné du chiffre, de la répartition sur l'App Store Apple entre des applications développées du coup, en Swift, en natif, en React ou dans d'autres technos type Flutter, et enfin, toute la longue traîne après qu'on a derrière. Alors là, je t'avoue que non. Par contre, je pense qu'il y a dans le top 10 ou dans le top 20 pas mal d'applications React Native. Et alors, mais du coup, ça c'est fort possible. Ça c'est une stat que j'ai pas. Mais si on prend du concept de l'App Store, d'après toi, ce serait quoi la répartition entre natif et React? Considérant toutes les applications qui ont été développées depuis l'App Store, c'est difficile de répondre à cette question. Après, je sais pas, je pense qu'il y a peut-être 20 à 30% qui font du React Native sur les nouvelles apps. Je sais pas. Alors, j'ai pas ce détail de stat, mais du coup, je me note la question pour la poser à mon futur invité. Mais du coup, ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'au dans l'App Store Apple, 80% des apps sont faites avec du natif, 10% en React, 3% en Flutter, et après, tu as la longue traîne après de tous les autres technos qu'on peut trouver. D'accord. Mais du coup, tu vois, mine de rien, 10% déjà en React, quand tu vois oui, bah c'est déjà pas mal. c'est déjà pas mal. Et je suis d'accord avec toi, je pense que dans les grosses apps, la répartition est sûrement plus importante, parce que c'est vrai qu'il y a quand même cette notion de cross-platform qui est quand même hyper importante, hyper attirante pour l'ensemble des gros. Mais du coup, est-ce qu'avec ces technos-là, parce que du coup, donc React Native, c'est toujours open source, c'est toujours supporté par Facebook, est-ce que tu n'es pas menacé par le fait que demain, peut-être qu'Android ou Apple peuvent décider qu'en fait, ils veulent plus de React, ils veulent que du natif, quoi? Bah, effectivement, ça reste toujours un problème, mais je pense qu'aujourd'hui, dans les guidelines Apple, c'est autorisé. C'est clairement autorisé. Il y a des règles qui sont un peu floues. Par exemple, je crois qu'ils ont clarifié un peu ces choses-là, mais par exemple, il y avait des règles du genre, tu n'as pas le droit d'intégrer un moteur JS autre que JavaScript Core dans les apps iOS. Mais tu as le droit de le faire si c'est pas un moteur JS qui a une compilation just in time. Tu as le droit, par exemple, aujourd'hui, un moteur JS qui est développé par Facebook, on peut utiliser sur iOS, qui s'appelle Hermes. Il est autorisé parce qu'en fait, c'est un moteur ahead of time qui va en fait compiler le bitcode avant. Et ça pose pas un problème de sécurité pour Apple parce qu'en fait, le bitcode qui est créé, il est analysable statiquement. Ils savent quelles sont les API natives iOS qui sont utilisées. Ils peuvent le review en fait correctement et s'assurer que les applications ne font pas n'importe quoi niveau sécurité. Mais effectivement, je ne sais pas exactement sous quelles conditions ces règles peuvent changer du jour au lendemain. Après, je pense que si jamais ça arrivait, ça poserait de très gros problèmes à Apple pour l'imposer parce que déjà, ils se font taper sur les doigts pour freiner le support des PWA ou par exemple, il y a pas les push notifications et des choses comme ça. Si en plus, ils commencent à rejeter les apps React Native, les apps Ionic, Cordova, Flutter et tout ça, je pense qu'ils vont se prendre des procès antitrust ou des choses comme ça assez rapidement, quoi. Pour du coup revenir sur React et peut-être aussi sur React Native, tu as beaucoup parlé du coup de fonctionnel. C'est une approche du coup purement fonctionnelle sur React et React Native ou similaire? Dans un sens, le modèle principal c'est fonctionnel, c'est-à-dire que ton rendu c'est une fonction de ton état. Donc tu reçois un état en paramètres et tu vas afficher la vue qui correspond par rapport à cet état qui est calculé d'une fonction mathématique pure. Pure, ça veut dire sans effet de bord, donc ça veut dire que ça ne va pas faire un appel back-end ou des choses comme ça. Mais par contre, c'est le modèle de base en partant du principe que tu as un état qui ne change pas. Par contre, il va quand même falloir stocker de l'état quelque part et le faire évoluer dans le temps parce que ton application, l'utilisateur, il navigue, il clique sur des boutons, il y a des requêtes qui sont faites et tout ça. Donc en fait, je pense que c'est un peu comme la programmation fonctionnelle côté back-end ou dans d'autres langages. C'est-à-dire que tu vas quand même avoir des effets de bord à un moment donné, tu vas avoir des states qui vont changer, mais tu es quand même encouragé, on va dire, à gérer ces side effects aux frontières de ton système, dans le sens où en fait, le but c'est quand même de garder un maximum de vues pures, dans le sens mathématique, où en fait tu peux facilement raisonner à propos
de la logique. Et en fait, c'est prédictible, quoi. Tu sais que si tu as une fonction qui fait x plus x, bah, si tu lui passes 2, ça fera toujours 4. Il n'y a pas de risque que ça fasse autre chose, quoi, tu vois. Je vois. Ce serait quoi une erreur classique que les gens font en React et qui serait facilement évitable? Depuis quelques années, ils ont sorti les hooks en 2018, pardon, je crois, ou 2019, je ne sais plus. Et une des erreurs les plus classiques aujourd'hui, c'est le problème de stale closure. Donc en fait, c'est une fonction qui capture un état externe. C'est assez compliqué à expliquer, mais en fait, je ne sais pas si je peux l'expliquer en podcast. C'est vraiment, Vas-y, c'est vraiment tu compliqué. peux essayer. En fait, c'est quand tu rerends ta vue React, potentiellement, ça va créer des fonctions qui sont déclarées dans le corps de la vue React et qui vont être recréées à chaque rendu. Le problème, c'est que potentiellement, tu peux avoir des cas de figure où tu utilises mal les API de React et en fait, tu vas te retrouver avec des fonctions qui capturent le scope, les variables qui sont autour, parce qu'en fait, on peut faire ça en JavaScript. Tu peux avoir une fonction qui va utiliser des variables qui sont en dehors de la fonction. Et ces variables, en fait, vont être issues d'un rendu précédent et du coup ne pas contenir la bonne valeur. Et ça, c'est un problème qui est assez courant sur tous les gens qui ont fait du React un jour. Ils ont sûrement rencontré ce genre de problème. Et aujourd'hui, il y a des plugins, il y a un outil qui s'appelle ESLint qui permet justement de détecter, on va dire, ce type de problème à la compilation. Enfin, c'est un outil de dev en fait qui affiche des erreurs en plus dans l'IDE, qui va permettre justement d'afficher ces erreurs au plus tôt pour qu'en fait tu puisses les corriger et que ça ne rentre jamais dans ta codebase, quoi. Ouais. Mais pour certains, les règles imposées par cet outil ne sont pas forcément... ils savent... c'est pas toujours évident de trouver un équivalent du code que tu veux écrire, mais qui satisfasse en même temps les règles. Donc des fois, il y a des petits workarounds à faire qui ne sont pas forcément évidents à trouver pour satisfaire React. Et aujourd'hui, je pense que c'est la critique la plus grosse des API React, c'est à ce niveau-là. C'est un problème qui est difficile à expliquer, en fait. C'est ça qui est pas évident, c'est que les débutants, on leur parle de stale closure, déjà le nom fait un peu peur, tu vois. Faut expliquer ce que c'est qu'une closure, faut expliquer ce que c'est que stale, qui veut dire que c'est pas à jour, quoi. Et c'est pas un problème qui est simple à résoudre, et c'est même pas un problème qui est simple à détecter, puisqu'en fait c'est assez subtil, quoi. Ouais, je vois. Du coup, il y a aussi moi, j'ai fait très très peu de React, à tel point qu'on pourrait presque dire que j'en ai pas fait. La vision que j'en ai, du coup, c'est quand même très orienté. Tu as un ensemble de components, c'est ça, qui sont les différents blocs que tu vas utiliser au cours de la vie de ton application web ou mobile. Du coup, est-ce qu'il y a une corrélation très forte avec le design system, ou est-ce que, du coup, justement, le React sert de design system? Tu vois, c'est quoi le lien entre les deux? En fait, tu peux potentiellement créer un design system en CSS si tu as envie, avec des classes et des choses comme ça, et après tu peux créer une surcouche React au-dessus de ce design system qui va juste appliquer les classes qui existent déjà. Donc par exemple, tu vois, les composants React, ils ont un concept de props, c'est des sortes de, c'est les paramètres du composant. Tu vas par exemple pouvoir passer un design token, par exemple, tu vas dire red pour la couleur rouge, quoi. Et derrière, il va y avoir une sorte de conversion tu vas appliquer la classe color-red, ou je sais pas quelle méthodologie CSS tu utilises, mais en tout cas, tu peux utiliser une méthodologie pour nommer tes classes CSS. Et puis derrière, en fait, le composant, il va utiliser tes classes, et voilà. Ça, c'est une solution. Ça a certains avantages dans le sens où tu peux réutiliser ton fichier CSS, ton design system CSS, sur d'autres technologies. Si tu as envie de faire du Vue, tu prends le même fichier CSS et tu le mets sur Vue et tu fais la même chose. Mais après, il y a aussi des désavantages dans le sens où en fait, tu es obligé de créer un binding pour chaque framework, et tu es obligé de faire une intégration entre ton fichier CSS et ton framework. Et après, ça dépend comment tu gères le cycle de vie de ton design system CSS et tes composants React. Il faut que tu t'assures qu'ils restent compatibles dans le temps, qu'il n'y ait pas de breaking change sur le CSS, ou en tout cas qu'ils soient gérés côté React pour l'intégrer. Donc après, il y a plusieurs approches. Globalement, aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui
qui font en quelque sorte une sorte de all-in sur React. Donc, plutôt que de passer par du CSS, on va directement faire tu vois, le design system en React. Potentiellement, tes design tokens, tu peux toujours les extraire dans des fichiers JavaScript, enfin des constantes ou des choses comme ça. Et tu n'es même pas obligé de passer par un fichier CSS. Aujourd'hui, on peut aussi faire du React avec des librairies CSS in JS. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tes règles CSS sont directement dans le fichier JavaScript. Et tu peux avoir un outil qui va extraire ton CSS à la compilation et qui va créer le fichier CSS à la volée à partir de ton code source. Ou alors insérer les classes CSS au runtime lorsque ton application se lance. Et du coup, en fait, il n'y a jamais de fichier CSS. C'est le style est injecté à la volée. Après, ça, tous les gens ne sont pas trop fans de cette approche-là parce qu'en fait, ça a un coût, il y a un runtime, donc il faut insérer le CSS et ça, à chaque fois, ça a un coût pour s'assurer que ton composant n'insère pas 2 fois la même classe ou des choses comme ça. Il faut créer un hash sur chaque classe pour qu'il n'y ait pas de conflit entre 2 règles qui sont dans 2 composants différents. Donc voilà, c'est pas forcément l'approche la plus recommandée aujourd'hui, mais ça reste quand même assez populaire dans l'écosystème React, en particulier pour les apps qui n'ont pas besoin de performance extrême. Enfin voilà, tu fais une application de gestion, ton but c'est pas de... Ouais. T'es pas un shop e-commerce qui va gagner 10% de vente si tu optimises de 10%, quoi. Je vois. Et donc du coup, ce design system que tu peux faire en React, à quel point il est perméable entre React et React Native? Alors, ça c'est la partie cross-platform de React qui m'intéresse beaucoup. En fait, quand tu fais du React Web, ce qui va se passer, c'est que tu vas utiliser des composants primitifs, mais primitifs de ta plateforme. Tu vas utiliser par exemple des divs, des spans, des A, enfin les liens là, et des éléments comme ça pour créer ton interface. Le problème, c'est que ces éléments-là, ils ne tournent pas sur React Native. Donc si tu commences à faire ça et essayer d'utiliser des composants avec des divs et des choses comme ça sur React Native, tu fais crasher React Native parce qu'en fait, React Native va te dire je connais pas, je sais pas ce que c'est qu'un div, tu vois, je peux pas render ça sur mon application iOS. Donc ce qui va se passer, c'est que tu as plusieurs choix. En fait, tu as plein de niveaux dans React Native. En fait, si tu veux, déjà React et React Native, c'est un peu bizarre qu'ils aient choisi ces noms-là. Je pense qu'il y en a certains qui regrettent un peu, parce qu'en fait, c'est la même techno. C'est ta React qui marche pour mobile, pour web et pour vidéo et tout ce que tu veux. Et derrière, tu as la plateforme qui est React DOM, qui est en fait la version dont toi tu parles peut-être quand tu parles de React. Et tu as React Native qui est la plateforme qui permet de viser iOS et Android, et aussi macOS et Windows aujourd'hui. Tu peux faire des apps desktop avec. Mais globalement, chaque plateforme contient des primitives. Donc React DOM va contenir les implémentations pour gérer les divs et les spans et les links. React Native va contenir les implémentations pour gérer les vues mobiles et desktop natives comme view, text, traceable pour cliquer. Tu vois, c'est pas un div avec un on-click pour faire un listener sur une vue native. On a un composant dédié qui s'appelle traceable. Donc l'idée, c'est que si tu veux créer un design system cross-platform, ce que tu vas faire, c'est tu vas créer ton design system sur lequel tu vas par exemple créer 2 implémentations différentes qui vont, une qui va targeter une plateforme et l'autre qui va targeter l'autre. On peut le faire avec des extensions. Par exemple, tu peux dire mycomponent.web.js, ce sera l'implémentation web, et tu vas faire mycomponent.native.js qui sera l'implémentation native. Et chacune des variantes va utiliser les primitives de chaque plateforme, ce qui fait qu'en fait, l'outil de compilation qui va bundler ton application finale, en fonction de la plateforme que tu as configurée en paramètres, il va utiliser l'une ou l'autre des implémentations. C'est un peu comme si on faisait de l'injection de dépendance des primitives de ta plateforme en fonction de la plateforme que tu vises, quoi. Et ça, du coup, ça te permet de créer des divergences entre les plateformes et de créer un design system qui potentiellement a une interface commune en termes de paramètres. Par exemple, tu peux dire la couleur rouge, ça correspond à tel code X, HTML, la couleur X, quoi. Et derrière, en fait, tu utilises le design system de la même manière sur ton app web et sur ton app mobile, mais pour autant, c'est pas les mêmes implémentations qui seront derrière au final. Et il y a d'autres choses que tu peux utiliser encore, qui sont encore plus avancées. C'est plutôt que de t'embêter
à créer des implémentations différentes entre web et mobile. Il y a aussi un truc qui s'appelle React Native Web, sur lequel en fait tu vas par exemple utiliser les primitives React Native qui sont un peu plus strictes que les primitives web, mais ce côté strict fait qu'en fait ils ont un peu pensé le truc de manière à ce que tu puisses les convertir en version web. Donc, par exemple, quand tu utilises une view React Native, tu peux passer ce truc-là dans une sorte de compilateur qui va en fait convertir ta view en div automatiquement, parce qu'en fait cette conversion dans ce sens-là est possible. Tu peux pas forcément convertir le div en view facilement, parce qu'en fait le web est très permissif, donc en fait c'est pas assez strict en fait, c'est difficile. Mais tu vois, par exemple, si t'as un lien dans un lien, comme je t'ai dit, sur le web, sur mobile tu peux pas le convertir, c'est quelque chose déjà qui est interdit sur le web, pourtant ça marche quand même, il y a aucune chance que ça marche sur mobile. Mais dans le sens inverse, en étant un peu plus strict, tu peux plus facilement faire la conversion dans l'autre sens. Et du coup, en fait, au lieu d'avoir, par exemple, deux implémentations différentes avec des extensions .js, .web.js et .native.js, tu vas pouvoir juste avoir un seul composant qui va utiliser React Native. Et en fait, ce composant-là va quand même pouvoir s'afficher sur le web, parce qu'en fait, tu passes dans la moulinette qui va faire la conversion. Et cette conversion, elle est suffisamment propre pour être acceptable, ou il y a quand même il y a des petites subtilités à prendre en compte. Il faut parfois faire des divergences où tu crées les deux fichiers, mais globalement ça marche bien. Et il y a même des très gros sites en production que tu as utilisé tout à l'heure, qui est basé uniquement là-dessus, qui s'appelle Twitter. D'accord. Ok. Twitter, c'est un cas un peu bizarre, c'est qu'en fait ils ont utilisé React Native Web pour créer leur site web. Mais ils n'utilisent pas React Native sur mobile. Ce qui est assez fou, c'est qu'en fait, la techno c'est un mec de chez Twitter qui a développé cette techno. Et en fait, cette techno, en dehors du cross-platform, a aussi un intérêt, c'est qu'elle a elle a des abstractions qui sont strictes, et elle gère aussi des problématiques d'accessibilité, et elle gère aussi des problématiques de performance du CSS in JS. Et en fait, c'est une techno que tu peux aussi utiliser sur le web uniquement. Donc en fait, tu peux coder un site web aujourd'hui avec React Native, même si tu fais pas de mobile. Ok. Surprenant. Ouais. Mais il y en a pas mal qui utilisent ça. Tu vois, par exemple, tu as Uber Eats qui utilise ça. Ouais. Tu as Flipkart aussi, site e-commerce, je crois. Et tu en as plein d'autres aussi. Peut-être que Brigade utilise ça. Ok. Donc, ce que tu nous décris, c'est quand même du coup une techno et un écosystème qui est encore plein de vie, fourmillant, avec beaucoup de choses encore de faisables. Pour essayer, entre guillemets, de conclure sur React, pour toi, est-ce que c'est un langage qu'il faut apprendre, que tout dev devrait apprendre à un moment ? Si oui, à quel moment il faut l'apprendre ? Est-ce que ça peut être le premier langage, enfin le premier framework, pardon, parce que ça reste du JS, mais est-ce que du coup c'est le premier truc à apprendre ? Ou est-ce que tu penses qu'il faut quand même apprendre certaines choses avant d'arriver au React ? La troisième question sous-jacente, c'est quand on commence, pour toi, il faut commencer par quoi et comment ? Je pense que React, c'est une techno qui continue de monter. Hein. Elle continue, je pense qu'on voit déjà que c'est partout aujourd'hui. Ça continue encore de se développer. La France, il faut savoir, c'est qu'en France, on a quand même un passé avec pas mal d'utilisateurs d'Angular qui n'ont pas encore migré. Dans les autres pays, il y a certains pays où en fait Angular est abandonné depuis longtemps. Nous, on est un peu en retard sur cette transition. Donc React va encore se développer. Et je pense que React va continuer de se développer. De toute façon, il y a déjà beaucoup d'applications React. Donc même s'il y a quelque chose qui vient derrière, ce sera une techno qui va rester longtemps. Quoi qu'il arrive en maintenance, tu es sûr que dans 20 ans, il y aura encore des apps en React qui seront maintenues. Mais ça ne veut pas dire que React va être éternel. Ce qui va être éternel, c'est les idées que React a mis en place dans l'écosystème, comme le fait, d'ailleurs, quand on regarde aujourd'hui des technos comme Flutter, comme SwiftUI, comme Jetpack Compose sur Android, ou même Vue, ou des choses comme ça, ils ont tous au moins une petite inspiration de React. Donc de toute façon, apprendre React, ce qui est bien avec React, c'est qu'en fait, on apprend JavaScript. Comme je disais tout à l'heure, le langage de templating, c'est du JavaScript, donc les connaissances ne sont pas perdues. Il y a des subtilités dans JavaScript à connaître, et React, en fait, ça te permet de les apprendre en même temps, puisqu'en fait, on n'apprend pas quelque chose de propriétaire, on apprend quelque chose de portable. On peut l'utiliser avec TypeScript, qui va aussi rester forcément. Et même si React va peut-être, se faire remplacer par quelque chose de mieux dans 10 ans ou dans 5 ans, on ne sait pas trop,
Il y a des technos concurrentes aujourd'hui qui sont assez intéressantes, que ce soit il y a Svelte, il y a Solid, il y a Quick ou des choses comme ça. C'est des technos qui sont assez nouvelles aujourd'hui. Il n'y a pas forcément des grosses entreprises derrière ces technos aujourd'hui, enfin pas de la taille de Facebook en tout cas. Et elles font pas forcément du cross-platform. Donc je pense qu'aujourd'hui React a un avantage. Moi, ça peut paraître bizarre en fait parce que bon, forcément j'ai une newsletter React et tout ça, donc je vais quand même prêcher un peu pour ma paroisse. Mais je pense pas que React est la techno ultime sur le web. Je pense qu'il y aura forcément un truc mieux qui est peut-être déjà là en fait. Moi je trouve que le modèle de Quick, qui est un truc tout nouveau, est assez intéressant. Mais une chose est sûre, c'est qu'en fait React est suffisamment bon partout. En fait, c'est ça pour moi l'avantage aujourd'hui, c'est qu'en fait tu apprends un truc et en fait tu peux l'utiliser partout. Tu peux faire de la 3D, de la vidéo, du mobile. Voilà. Et même si en fait je pense qu'il y aura quelque chose de mieux sur le web à un moment donné, et il y aura beaucoup de gens qui vont dire oui, mais si tu fais une app native en Swift, bah, ça va aussi être mieux que de faire du React Native. Bah, peut-être, mais ça va peut-être coûter plus cher et c'est de la connaissance pas portable. Il va falloir que tu aies une équipe dédiée ou des choses comme ça. Moi je pense qu'aujourd'hui React c'est un truc qui marche bien partout. Ça vaut vraiment le coup d'apprendre parce que ça continue de se développer et c'est très portable et les idées vont rester. C'est ça qui est important, c'est qu'en fait la connaissance que tu apprends en apprenant React, elle n'est pas perdue. Ok. Et donc pour toi, est-ce qu'il faut apprendre une autre techno avant de passer à React ? Bah, je pense que les bases en JavaScript, HTML, CSS, c'est pas mal. Après, oui, je pense que c'est ça, c'est les bases, quoi. Il faut faire un peu de Node, avoir une idée de comment on fait une requête HTTP, la récupérer, de servir une réponse JSON ou des choses comme ça. C'est quand même important, au moins pour avoir une idée de culture générale et être capable de potentiellement shipper une feature complète, quoi. Mais ça, du coup, c'est des choses que tu peux apprendre en apprenant React au final. Tous ces rudiments du JS, quoi. Ça va un peu de pair, quoi. Je pense qu'il faut garder l'esprit ouvert et puis un peu apprendre tout et puis regarder aussi ce qui se fait ailleurs, hein. Des fois il y a des innovations. Moi personnellement, si j'avais pas regardé un peu en dehors d'Angular, je serais peut-être développeur Angular aujourd'hui ou encore à faire du Java. Je sais pas. Et alors du coup, c'est quoi ton conseil pour commencer avec React ? Il faut commencer par quel type de ressources ? J'imagine peut-être ta newsletter, j'imagine que tu as envie de suggérer ou même pas ? S'il y a des gens qui font du React et qui veulent s'abonner à reacthebdo.fr, allez-y. Mais par contre, c'est une newsletter sur laquelle je vise des profils un peu seniors. Donc, c'est pas forcément la meilleure ressource pour les débutants, dans le sens où, comment dire, moi, je mets pas des ressources dans cette newsletter qui permettent d'apprendre React. Je vais plutôt mettre des ressources qui vont intéresser les développeurs qui ont 3-4 ans d'expérience en React. Et en fait, comme l'écosystème bouge très très vite, c'est difficile de se tenir à jour sur quelle est la nouvelle librairie un peu populaire ou quels sont les retours d'expérience de telle entreprise ou des choses comme ça. Enfin, tu vois, c'est plus les décideurs, les tech leads que je vise. Je sais qu'il y a des développeurs qui sortent de bootcamp React ou des choses comme ça qui s'inscrivent. Il y en a certains, ils me lisent depuis 1 an, ils me disent « Ah ouais, au début, c'était quand même assez compliqué, je comprenais rien du tout. » Et puis aujourd'hui, ils arrivent en s'accrochant un peu, ils arrivent à comprendre de quoi je parle, quoi. Mais c'est pas la meilleure ressource pour apprendre. Je pense qu'aujourd'hui, comme on dit, hein, RTFM, il y a une nouvelle doc React, la doc officielle, c'est souvent mieux que tous les blog posts. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a trop de contenu qui est produit sur Internet. Il y en a plein qui n'est pas de très bonne qualité. Et la doc officielle, globalement, c'est le meilleur endroit pour apprendre, quoi. Okay. Surtout qu'il y a une nouvelle doc React en bêta. Je crois que c'est beta.reactjs.com ou .org. Contrairement à l'ancienne doc qui est toujours en production, qui est toujours sur le site web principal, c'est une nouvelle doc qui prend en compte les nouveautés de React comme les hooks, les nouvelles API de React 18 et des choses comme ça. Donc s'il faut apprendre React aujourd'hui, je conseillerais plutôt de partir sur cette nouvelle doc-là, qui n'est pas encore en ligne parce qu'en fait ils n'ont pas encore l'expérience globale finalisée, mais ça devrait pas tarder, je pense. Ouais. Alors, tu as cité Quick en référence dans une de tes réponses tout à l'heure. Et Grumpy nous demande dans le chat sur Twitch comment est-ce que tu écris Quick. Juste parce que je trouve sa remarque marrante. Il dit Quick et comment ça s'écrit parce qu'entre les fast-food, les protocoles et 50 autres choses, c'est difficile. Alors, c'est KWI. Non, c'est QWIK
Et c'est... ICK, non? Ou IK? Non, QWIK. QWIK. Et c'est le créateur d'Angular c'est le nouveau framework du créateur d'Angular, quoi. Ok. Donc voilà, merci pour cette précision. Donc du coup, on met bien évidemment le lien vers ta newsletter en description de l'épisode, que vous soyez sur le podcast ou sur YouTube ou sur une autre plateforme. Bref, vous aurez le lien pour pouvoir vous inscrire facilement à ta newsletter qui apporte beaucoup de contenu. Merci beaucoup Sébastien pour tous ces éléments sur React. J'aurais une dernière question pour toi, qui est la question rituelle du podcast IFTTD. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Eh ben, figure-toi que pour moi, ça n'a plus trop de sens dans le front-end parce que on utilise un truc qui s'appelle Prettier qui permet d'appliquer ces trucs-là automatiquement. Et en fait, une fois que c'est configuré dans l'IDE, on commit le fichier de config en disant je veux ceci ou cela sur GitHub. Et après, tous les développeurs utilisent ce truc-là par défaut et on se pose plus de questions, quoi. Mais toi, quand tu tapes ton code... Moi, j'utilise le truc par défaut et je m'en fous. C'est espace, je crois. Mais on voit pas la différence en vrai. Très bon réflexe. Il faudrait que je te montre un truc après. Il y a un mème avec, je crois, Drake ou... Enfin, c'est difficile. Oui, je vois avec le... Voilà. Mais tu me le montreras et on le mettra en lien dans la description. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à toi de m'avoir invité. Et merci à tous de nous avoir suivis jusque-là. J'espère qu'on vous a donné envie de vous mettre à React, si c'est pas déjà le cas. En tout cas, moi je trouve que c'est une belle techno. J'en fais un petit peu depuis que je suis encadrant dans l'école ADA, qui m'a permis du coup de m'y mettre. Et je trouve que c'est effectivement intéressant. Et j'ai découvert grâce à Sébastien qu'on peut faire du React Native sur le web, que du coup c'est vraiment un environnement hyper modulable. Donc il y a du JS partout, faut s'y faire, même pour les vieux comme moi, faut s'y faire maintenant, le JS est là pour durer, donc il faut s'y mettre, et donc React est une bonne plateforme là-dessus. Je vous invite toujours de continuer à partager ce podcast autour de vous, et je vous en remercie de continuer à le faire, de nous rejoindre sur les différentes plateformes. Vous commencez à connaître le truc, TikTok, Instagram, Twitter, Discord, surtout, qui est un endroit sympa, et régulièrement sur Twitch. Si vous nous écoutez en tout cas en podcast, revenez sur Twitch pour participer au live et poser des questions comme l'a fait Grumpy aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site iftttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.